rentrée scolaire se prépare pour de nombreuses familles, mais sur les listes des fournitures, plusieurs demandes des écoles sont illégales et font grimper la note. On en parle avec la Ligue des familles qui a mené l'enquête. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce RTL Info 13h. Nous parlerons aussi, nous suivrons évidemment la situation politique, ou plutôt l'impasse politique. Ce matin, les préformateurs Bardo-Wever et Paul Magnetz ont rendu leur démission au roi. Sans faire de commentaires, Halima Mouensali nous attend au palais de Bruxelles. Et pour moi, j'arrivais assez rapidement à la conclusion qu'il fallait que j'arrête. Vincent Kompany met un terme à sa carrière de joueur pro, c'est officiel. Il remplace Vork Otteren comme entraîneur d'Anderlecht. Nous serons en direct du Sporting. La météo, du soleil entrecoupé d'un peu plus de nuages. Quelques averses très localement de 21 à 26 degrés. Dans 2 semaines déjà, c'est la rentrée des classes. Elle se fera en code jaune, ce qui veut dire que tous les élèves retournent en classe à 100%. Vous avez peut-être reçu la liste des fournitures exigées par l'école. Eh bien, soyez attentifs. Selon la Ligue des familles, certaines demandes font gonfler la facture alors que ce sont des demandes illégales. Justine Roldan-Pérez, Sylvain Winans. Rouleaux de papier toilette, lingettes ou encore mouchoirs, des demandes d'achat supplémentaires que l'on retrouve sur les listes fournies par les écoles. Cette pratique est pourtant illégale, mais de leur côté, les parents pensent surtout au confort de leurs enfants. Je préfère que nous on l'apporte et qu'ils aient de quoi se moucher de la journée ou se laver les mains s'il faut du savon ou du gel, plutôt que de ne pas en avoir et qu'ils se reviennent la journée en disant j'ai pas su me moucher de la journée parce qu'il n'y avait pas de quoi le faire. Surtout vu la situation maintenant avec ce virus, donc non, il n'y a pas de souci. Oui, ils ont demandé des mouchoirs et alors des essuie-tout aussi, mais c'est vrai qu'on se demande comment est-ce que ça va être utilisé vraiment dans la classe. Autre élément pointé du doigt par la Ligue des familles, le coût des listes qui varie de 52 à 520 € selon les écoles et le niveau de scolarité. Pas toujours évident pour les parents. On dit que l'école est gratuite, mais c'est vrai que c'est coûteux. Moi, j'ai 3 enfants et pour la rentrée scolaire, chaque année, j'en ai plus ou moins pour 300 €. C'est vrai que c'est un fameux coût. Chaque année, je n'ai qu'une fille, mais c'est même par rapport à ce qu'on a comme allocation familiale, on a un surplus au mois d'août. Ça ne couvre pas tout ce qu'on dépense pour les fournitures. Les parents tentent donc de s'organiser pour faire face à ces dépenses, parfois conséquentes. J'essaye quand même de récupérer un maximum et qu'ils prennent soin de leurs affaires, mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc oui. On met de côté un petit peu de temps en temps avant la rentrée et voilà. D'année en année, la Ligue des familles constate que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle souhaiterait donc mettre en place une inspection gratuite. Le but, visiter aléatoirement les écoles pour vérifier les pratiques des établissements. Et pour commenter cette étude, celui qui en est à l'origine pour la Ligue des familles, bonjour Maxime Mikils. Bonjour. On voit que le coût des listes varie de 52 à 520 € selon les niveaux de scolarité et les écoles. Comment c'est possible? On est loin de la gratuité promise. Ce n'est pas un constat qui est neuf, mais comment on l'explique? Oui, c'est clair qu'on est loin de cette gratuité et ces listes qui diffèrent entre 50 et 500 € posent évidemment la question de l'égalité des enfants devant l'école. Alors on a plusieurs éléments d'explication. Un premier qui est l'évolution à travers les niveaux d'études, puisqu'on a une scolarité qui est moins chère en maternelle qu'en primaire, puisqu'on va être aux alentours de 130 € contre 230 en primaire en moyenne pour la liste de rentrée et 400 € en secondaire, parce que là, on se retrouve avec des manuels scolaires, la plupart du temps à devoir acheter, qui alourdissent la facture. Un autre facteur d'explication, c'est le côté décentralisé de notre enseignement, qui fait que ça donne beaucoup de poids aux politiques des directions des écoles. Il y a des directions qui vont être attentives à cette question de la gratuité. Ils font comme elles veulent. C'est ça. Il y a en tout cas une grande liberté, une grande autonomie qui est donnée aux écoles. Et donc, en fonction de si les écoles sont attentives ou non à cette question, on peut avoir des factures plus lourdes ou moins lourdes pour les parents. On voit qu'il y a aussi des demandes qui sont carrément illégales. C'est fréquent? Oui, tout à fait. Nous, dans les listes qu'on a analysées, on avait énormément de listes qui sont illégales. Alors, il faut séparer cette question de l'égalité en 2 parties. Il y a la légalité des items à l'intérieur des listes. Donc, on va retrouver pas mal de listes qui sont illégales parce qu'on demande, par exemple, un produit d'une marque spécifique alors que c'est interdit, ou demander, par exemple, des choses qui sont par nature interdites, comme une rame de papier pour contourner l'interdiction de faire payer des photocopies en primaire, par exemple. L'autre partie de la question, c'est de savoir si les listes en elles-mêmes sont quelque chose de légal. Et là, il faut en revenir à la loi, au décret mission, qui dit que les écoles reçoivent des subventions
subvention pour fournir gratuitement des fournitures et des manuels scolaires à leurs élèves. Et donc, par définition, quand les écoles font payer aux parents ces listes, elles font payer une fois la communauté française et une fois les familles. En revanche, vous n'avez pas pointé de demandes de matériel qui ont été liées à la crise sanitaire. Que conseillez-vous à la Ligue des familles comme parents? Est-ce qu'on peut contester ces listes sans pour autant mettre son enfant à la marge, qu'il n'aurait pas le même matériel que ses camarades? Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents? Donc clairement, il y a une démarche qui est de retourner vers l'administration de la communauté française, là où il y a un service qui permet d'instruire une plainte si jamais il y a une irrégularité qui est constatée. Mais on se rend compte que les parents portent peu plainte, effectivement, parce que ça met en difficulté les parents vis-à-vis de l'école et l'enfant vis-à-vis de ses enseignants. Et donc c'est pour ça que nous, à la Ligue des familles, on estime que ce n'est pas seulement aux parents d'assurer la charge du contrôle de la législation en matière de gratuité scolaire. Et c'est pour ça qu'on appelle à la création d'une inspection gratuite qui viendrait aléatoirement contrôler les écoles pour vérifier si oui ou non elles respectent la loi. Et les parents peuvent envoyer un mail à une adresse qui va s'afficher, qui est gratuité, ensemble et obligation @cfwb.be pour signaler un abus. Merci beaucoup Maxime Michels d'être venu nous en parler. Sur le plan politique, près de 450 jours après les élections, c'est un retour à la case départ. Les préformateurs Bart De Wever et Paul Magnette ont rendu ce matin leur démission au roi. Ils sont sortis du palais sans faire aucun commentaire. Bonjour Halima Mohansali. Le souverain, lui, tient sa décision en suspens. Tout à fait, Alix. Les préformateurs ont été reçus à 11h au Palais. La réunion a duré au total 35 minutes, ce qui est relativement court. Ils ont présenté leur rapport durant cette réunion, mais aussi, on le sait, demandé d'être déchargés de leur mission. À la sortie de leur audience avec le roi, vous l'avez dit, pas de réaction ni de Bart De Wever ni de Paul Magnette. Et puis, on a appris par le biais du Palais que le roi tient sa décision en délibéré pour maintenir le duo ou pour proposer une autre alternative, on ne le sait pas encore. En attendant, le roi entame de nouvelles consultations avec des présidents de partis qui ont déjà participé aux négociations politiques précédentes. Des consultations qui débutent déjà cet après-midi à 14h avec une rencontre avec le président du CDNV, Joachim Kuhns. Ensuite à 15h, le président du SPA, Conor Rousseau. Et enfin à 16h, c'est au tour du CDH avec Maxime Prévost. Pour l'instant, la démission des préformateurs Magnette et De Wever n'a donc toujours pas été acceptée. Halima Mohansali, vous suivrez donc la suite de ces consultations cet après-midi. La classe politique qui semble ces derniers mois bien souvent suspendue à l'avis des experts et des virologues. Ce matin encore, le ministre des classes moyennes et des indépendants, Denis Ducarme, a confirmé sur Bel RTL qu'un assouplissement des règles en vigueur dans les commerces, notamment pour faire les soldes, dépendait des recommandations du groupe d'experts. Écoutez-le, interrogé par Antonio Solimendo. Et les gens doivent savoir qu'on a voulu vraiment suivre à 100% les recommandations de ces experts qui nous accompagnent, Monsieur Van Rans, Madame Vlieg. C'est pour ça qu'on a mis en place, par rapport au commerce, des règles aussi strictes, parce que les chiffres sont inquiétants, ils restent inquiétants. Et donc oui, je poserai la question aux experts dans le cadre du prochain Conseil national de sécurité. Au moins faire ses courses, peut-on élargir au moins les courses à la bulle. Maintenant, si les experts nous répondent non, mais ce sera non. Les forains, eux, en ont marre de ne pas pouvoir accueillir plus de 200 personnes à la fois sur leur foire. Ils se sentent discriminés par rapport au parc d'attractions. Les associations francophones et néerlandophones de forains veulent faire suspendre cette mesure sanitaire et annoncent aujourd'hui saisir le Conseil d'État. Ce qui nous amène aux chiffres de l'épidémie du coronavirus. L'Institut de santé publique Scienzano a tenu une nouvelle conférence de presse ce matin. On s'y perd parfois un peu dans ces annonces chiffrées. Mais ce midi, retenez ceci. Les experts annoncent que les contaminations baissent pour la première fois depuis plusieurs semaines. C'est bien ça, Olivier Rosenwag ? Oui, la tendance observée ces derniers jours se confirme en chiffres avec la semaine passée 574 nouvelles contaminations observées chaque jour en Belgique, soit une baisse de 5% par rapport à la semaine précédente, avec tout de même quelques exceptions régionales dans ce tableau national relativement positif, à savoir les provinces de Luxembourg et du Brabant wallon, où le nombre de contaminations continue légèrement d'augmenter, mais clairement, là où la situation est la plus préoccupante, c'est ici, à Bruxelles, où le
le nombre de contaminations a gonflé de 46% en l'espace d'une semaine. Alors, Bruxelles est-elle en passe de devenir le nouveau foyer belge de l'épidémie en lieu et place d'Anvers? On a posé la question à Frédéric Jacobs, la porte-parole interfédérale. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que le nombre de cas est encore très important à Anvers, mais clairement il diminue fortement puisqu'on est passé à peu près 800 cas, il y avait 1400 cas avant. Par contre, à Bruxelles, on voit toujours une augmentation importante du nombre de personnes détectées positives. Et c'est vrai que si on attend encore un peu, on va dépasser Anvers, c'est clair. Et les contaminations ralentissent alors que les hospitalisations augmentent. Comment cela se fait-il, Olivier ? Mais c'est simplement une conséquence indirecte finalement de la recrudescence de l'épidémie constatée au mois de juillet en Belgique, effectivement, plus 29% du nombre d'admissions à l'hôpital. Et ce chiffre, la semaine passée en moyenne, 8 Belges sont décédés chaque jour du coronavirus. C'est 2 fois plus que la semaine précédente. Merci pour toutes ces précisions, Olivier. Une jeune mère de 22 ans a été arrêtée hier à Malines après le décès de son fils de 2 ans. Cette semaine, elle l'avait découvert inconscient dans sa chambre à coucher qui était surchauffée. Elle avait appelé les secours qui ont tenté de réanimer le petit garçon. En vain. Il serait mort de déshydratation. La maman n'est pas poursuivie pour mauvais traitement, mais elle doit en revanche comparaître demain devant la chambre du conseil pour homicide involontaire. Un drame qui soulève évidemment beaucoup de questions par ces températures. Pourriez-vous, vous, reconnaître les signes d'une déshydratation? Gauthier Falk et Alain Ougardi nous les rappellent. On essaye de les faire boire beaucoup plus qu'à la normale et de leur rappeler que c'est important de s'hydrater. À 3 ans, c'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut en tout cas. Bon réflexe de cette maman. En cette période de forte chaleur, il faut effectivement être plus attentif aux boissons des enfants, car ils n'ont pas toujours conscience d'être déshydratés. Il faut privilégier des petites quantités, souvent au cours de la journée. Les enfants ne vont pas penser toujours à boire dans leur gourde et avoir toujours de l'eau à disponibilité. Pour les nourrissons, là aussi, il ne faut pas hésiter à hydrater davantage et plus souvent pendant la journée. Et en cas de déshydratation modérée ou sévère, des signes peuvent vous avertir. Les signes qui doivent alerter les parents, c'est un enfant qui fait moins pipi que d'habitude, un enfant dont les muqueuses peuvent être sèches, qui a moins de larmes que d'habitude, qui semble soit fort apathique, soit au contraire très agité. Dans ces cas-là, mieux vaut également privilégier les solutions de réhydratation vendues en pharmacie. Enfin, pour empêcher une déshydratation, évitez également de placer votre enfant dans une pièce trop chaude de la maison. En plus de cette chaleur cet été, cela ne vous a pas échappé, il y a énormément de guêpes. Comme il n'y a quasiment pas eu de gelée en hiver, en cette saison, elles sont particulièrement nombreuses. Certains parlent même d'invasion. Comment s'en débarrasser et surtout qui contacter? Les conseils cette fois de Vincent Jamoul et Julien Raouet. Beaucoup de guêpes, de plus en plus de guêpes qui sortent au niveau de la gouttière. Fabienne a décidé d'intervenir, ou plutôt de faire intervenir un spécialiste. Et c'est là qu'on est monté, qu'on a vu dans le fou-grenier qu'il y avait un gros nid, mais gros nid. Ouais. C'est gigantesque. Je ne voudrais pas me retrouver en face d'un nid qui, oui, plusieurs guêpes, j'aime pas. En plus, les piqûres, ça fait très très mal quand même. Hein. Puis oui, je préfère qu'elles partent, quoi. Une fois les guêpes identifiées, pas question d'éliminer par erreur des abeilles, Benjamin Moreau se prépare. Mention spéciale pour le nom de sa société. Dans son travail, le plus important, c'est l'étanchéité. Il vaut mieux être bien équipé, une combinaison bien fermée, pas d'entrée. Donc tout est bien scratché. On vérifie tout à chaque fois pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Quelques pulvérisations d'une poudre blanche devraient suffire. C'est un neurotoxique, donc ça vient toucher la guêpe. C'est un produit de contact. Donc la poudre, elles vont rentrer un maximum de poudre dans le nid et elles vont faire mourir le nid. Autrefois, ce travail était effectué quasi exclusivement par les pompiers. Aujourd'hui, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans ce business saisonnier entre mi-juin et mi-septembre. Tout compris, c'est 50 €. Ça comprend le déplacement, le traitement et la garantie du nid. Donc si le client a encore des guêpes d'ici 3-4 jours, il nous donne un coup de téléphone et on repasse. Un prix beaucoup plus intéressant que celui des hommes du feu. Pour le même travail, les pompiers de Liège, par exemple, demandent 86 €.
En mer, là, il y a clairement moins de chances d'être piqués, mais les passagers des bateaux de croisière seront-ils cette fois épargnés par le coronavirus? Après des semaines d'arrêt, le secteur redémarre. Hier soir, un premier grand paquebot est parti du port de Gênes, en Italie, avec 2500 passagers à bord. Nicolas Loïc. Premier test grandeur nature pour la plus grande compagnie de croisière. Un voyage de 7 jours en Méditerranée. 5 escales dont Naples, Palerme ou encore La Valette et un objectif, tout faire pour éviter la contamination générale. Première mesure à l'embarquement, un contrôle de température, contrôle qui va se répéter chaque jour pour tout le monde. J'espère ne pas être testée positive parce que je veux vraiment faire cette croisière, alors ce serait dommage. J'ai analysé le protocole sanitaire avec attention. Je pense qu'il est exact de dire que ça fait de cette croisière des vacances plus sûres que les autres. Dans les 13 restaurants, pas de buffet mais un service à table. Dans ce lounge immense, pas de spectacle du Cirque du Soleil comme c'était prévu. Au moindre cas positif, le passager est isolé en cabine, ses contacts à bord sont retracés, beaucoup de changements aussi pour les employés. Nous avons prévu un nouveau rôle à bord du navire, une personne en charge du protocole anti-Covid qui est un nouvel officier qui dispose d'une équipe. Sa tâche sera de faire appliquer les nouvelles règles. Un protocole détaillé sur le site de la compagnie. Parmi les règles d'or, la distance sociale. Une distance qui devrait être facile à respecter. Seuls 2500 voyageurs ont pris leur billet. Ils sont normalement plus de 6000 sur le MSC Grandiosa, deuxième plus grand paquebot d'Europe. Et justement, toujours en Italie, le pays redurcit le ton face au rebond de l'épidémie. Dès aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics entre 18h et 6h du matin. Fini la festa, les discothèques doivent refermer leurs portes. La pandémie qui, aux États-Unis, a poussé de nombreux États à adapter leurs règles pour faciliter le vote par correspondance en vue des prochaines élections présidentielles. Selon une étude, 76% des électeurs pourraient ainsi recevoir un bulletin de vote par la poste, ce qui ne plaît pas du tout au président Donald Trump. Il pense que cela serait défavorable au camp républicain et vient de décider de bloquer le financement de la poste. Les démocrates l'accusent de sabotage. Fanny Linon. Rassemblement devant la maison du patron de la Poste. Louis DeJoy est un proche de Donald Trump et l'un des grands donateurs de sa campagne. Les manifestants s'inquiètent de l'acheminement de leur bulletin de vote par courrier. Les Américains aiment et respectent leur poste. Elle n'est pas à vendre. J'ai envoyé mon formulaire de demande de bulletin de vote aujourd'hui et je prévois, quand je le recevrai par la poste, de le déposer en personne. Si je l'envoie par courrier, j'ai peur qu'il n'arrive pas à temps. La poste est fondamentale à notre démocratie et ne devrait pas nous être enlevée. Le président américain craint que le vote par correspondance soit favorable à son opposant Joe Biden. Les électeurs démocrates sont en général plus nombreux à voter par courrier que les républicains. Les votes des hispaniques et afro-américains, généralement pro-démocrates, seront aussi plus nombreux par courrier. Vivant dans une situation plus précaire, leur travail ne leur permet pas toujours de se libérer en semaine pour aller voter. Donald Trump s'inquiète aussi du temps d'acheminement du courrier. Le Nevada est très important. Je pense que nous avons de grandes chances de gagner cet État. Si les votes prennent 7 jours pour arriver et puis 7 jours pour le dépouillement, comment pourront-ils annoncer un gagnant le 3 novembre ? Pour éviter ce problème, les démocrates demandent un plan de soutien pour aider la Poste à surmonter la crise sanitaire. 25 milliards de dollars, dont 3,5 milliards seraient destinés au vote par correspondance. Mais Donald Trump s'y oppose. Les responsables démocrates au Congrès envisagent de convoquer les élus en session extraordinaire à partir du 24 août. Objectif, auditionner des responsables du dossier postal et voter une aide d'urgence. C'est donc officiel, il arrête sa carrière de joueur pro. Vincent Kompany ne sera plus sur le terrain à Anderlecht, mais il devient coach principal en remplacement de Frankie Vercauteren. Anna Narouche, vous êtes à Anderlecht. La nouvelle a été confirmée en toute fin de matinée.
Oui, l'annonce s'est d'abord répandue comme une rumeur de vestiaire ce matin. Il a fallu ensuite attendre la confirmation officielle du Sporting dans un tweet, mais aussi un communiqué de presse. On y apprend donc à la fois la fin de la carrière de joueur de Vincent Kompany, mais aussi le début d'un contrat de 4 ans en tant qu'entraîneur du Sporting. C'est donc la fin d'une carrière de 17 ans commencée ici même au Sporting d'Anderlecht, avec notamment 2 Coupes du Monde ensuite avec l'équipe nationale, et puis aussi des exploits à l'international, notamment à Manchester City, avant un retour aux sources il y a 1 an ici en tant que joueur manager du club d'Anderlecht. Vincent Kompany succède donc à Frank Vercauteren, Frankie, qui laisse la place à Vinny, Vince ou encore Vincent ou encore Vinceke. 3 surnoms pour un seul homme. Vincent Kompany en plaisante d'ailleurs lui-même dans une vidéo publiée par le Sporting. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je pense que le plus important pour l'équipe, pour les joueurs, pour tout le monde aussi, c'était de voir que les choses soient claires. Et pour moi, j'arrivais assez rapidement à la conclusion qu'il fallait que j'arrête. Il fallait franchir le pas et pour moi, le projet Anderlecht a plus d'importance que l'individu Kompany. Merci Anne depuis le Sporting d'Anderlecht. Anne Ruet nous a aussi rejoint ce midi. Bonjour Anne. Bonjour Alix. Cette annonce, ça vous surprend ou c'était prévisible? Je pense que c'était prévisible parce que depuis quelques mois, les supporters du Sporting d'Anderlecht assistent à un drôle de spectacle où finalement les rôles ne sont pas clairement définis, notamment ce rôle de numéro 1 du vestiaire qui est ô combien important parce que ça fait partie des choix tactiques de la sélection des joueurs et on sentait directement dès l'arrivée d'un Frankie Vercauteren que le tempérament n'était pas fait pour se cacher derrière un Vincent Kompany. Vercauteren, il a 63 ans, c'était aussi un enfant du club, il a connu de nombreux titres avec le Sporting d'Anderlecht, donc il n'était pas fait pour être un homme de paille, il était fait pour être un numéro 1. Vincent Kompany veut prendre ses responsabilités, il était donc grand temps de le faire et d'y accorder véritablement toute son attention. Et peut-être ce qui a accéléré sa décision, c'est aussi le fait d'avoir accumulé des blessures, parce que l'année passée, il a quasiment pas joué, il a passé tout son temps, la moitié du temps de jeu à l'infirmerie, donc à 34 ans, il s'est certainement dit qu'il aurait un impact plus important sur le banc que sur le terrain. En domino de cette annonce, Anne, si Vince n'est plus mauve, il ne sera plus non plus diable rouge. C'est une mauvaise nouvelle pour notre équipe nationale? Mais c'est un véritable impact, c'est vrai, pour Roberto Martinez, parce que Vince de Prince, c'est quand même une relation avec notre équipe nationale qui a démarré en 2004. Il a porté à 89 reprises le maillot de notre équipe nationale, avec certainement une déception qui doit l'animer encore aujourd'hui. C'est celle de n'avoir jamais rien gagné avec cette génération dorée dont on disait le plus grand bien. Et en plus, le timing est particulier parce que l'Euro qui a été reporté, s'est joué dans quelques mois. Ce sera donc sans Vincent Kompany. À Roberto Martinez aussi, ça doit être particulier d'être privé d'un leader parce que c'était ça aussi le rôle d'un Vincent Kompany, c'est de pouvoir servir de relais par rapport au coach, d'avoir un caractère, du tempérament. Donc ça, oui, ça peut être une déception aussi pour un Roberto Martinez d'être privé de Vincent Kompany dans son vestiaire. Anne, est-ce que généralement ça réussit, ça porte chance de devenir entraîneur juste après avoir été joueur pro? Eh bien, la précision juste après est intéressante parce qu'on a par exemple dans notre championnat de Belgique un Philippe Clément qui a arrêté sa carrière, qui avait une belle carrière qu'il a arrêtée en 2011, mais il a pris le temps d'assumer, d'avoir aussi quelques étapes intermédiaires en étant tout d'abord entraîneur des espoirs et puis entraîneur adjoint. Vincent Kompany, il se dit que directement il est prêt. Alors peut-être l'est-il, je mets quelques points d'interrogation malgré tout parce que c'est vrai qu'il a remporté quelques titres avec Manchester City. Il a été coaché par un maître tacticien qui est Pep Guardiola, donc maintenant il doit mettre toute cette expérience au profit du Sporting d'Anderlecht et surtout répondre aux attentes des supporters mauves parce que je pense que même si on s'appelle Vincent Kompany, c'est pas pour ça qu'on a un bonus au niveau de l'impatience qui est en train de naître. Et donc au niveau des supporters, je pense qu'ils s'attendent à des résultats, à la manière aussi. Finalement, il faut être digne d'être numéro 1 au Sporting d'Anderlecht. Merci beaucoup Anne Ruet pour votre expertise. Et sur le plan purement sportif, Anderlecht s'est imposé justement hier soir 3-1 face à Saint-Tron. Le club de Bruges a aussi décroché sa première victoire en battant Eupen 0-4. Ce soir, la suite de cette deuxième journée de championnat. Le Standard se déplace à Waasland-Beveren. Enfin, des nouvelles de Remco Evenepoel. Il a encore subi une série d'examens ce matin à l'hôpital de Côme où il a été admis samedi après sa chute sur le Tour de Lombardie. Mais le jeune coureur belge doit être rapatrié cet après-midi en avion. Le manager général de son équipe, De Koning Quick-Step, a donné de ces nouvelles ce matin à Emma Gouaille pour RTL Info.
Ce matin, il va encore avoir quelques examens pour rassurer. Et puis à 2h de l'après-midi, normalement, il va prendre le vol Malpensa Anvers. Il a 3 fractures, donc un où le fémur rentre dans le bassin, un devant dans le bassin et un derrière dans le bassin. Donc c'est dû au fait qu'il a tombé de 10 mètres sur ses pieds. Donc c'est une sorte d'explosion. Il ne peut pas se promener pendant 6 semaines. La saison a quand même fini pour lui. On espère de le porter à notre camp d'entraînement au mois de décembre et puis il peut travailler sur le futur. Voilà, merci de choisir RTL Info pour vous informer. À 19h, vous retrouverez Olivier Scognan. C'est pour l'heure. C'est Vanessa Matagne qui vous attend pour les prévisions météo complètes. À demain. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.